Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer avec Caroline et Rémi. Euh, En quelques mots, je suis Cécile Laroumanie, je suis associée au sein du cabinet Bartol en charge de la supply chain. Bartol, c'est un cabinet de conseil en organisation, en transformation pluridisciplinaire et on accompagne nos clients dans leur transformation, qu'elle soit stratégique, organisationnelle, digitale, environnementale. Et sur les sujets de durabilité, ce que j'observe au sein des entreprises que j'accompagne, et de par mon vécu d'ancienne directrice supply chain, euh, vraiment, j'ai une conviction qui est que les directions supply chain, les équipes de la supply, de par leur rôle central dans l'organisation, elles ont la capacité d'agir, elles ont la capacité d'actionner des leviers et d'être vraiment transformatives pour aller vers des modèles plus durables. Et donc, on a organisé ce webinaire pour en parler, parler de métier, parler de compétences, avec Caroline, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Caroline Renou, donc je suis fondatrice et dirigeante de Burdeo et People for Impact. Burdeo est un cabinet de conseil en RH et de chasse de tête spécialisé sur les métiers de la sustainability depuis le début, donc depuis 13 ans. Et People for Impact est une plateforme qui propose des freelances qui ont une expertise également en sustainability. Donc, chez Burdeo, on est ravis aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Bartel. Alors, à la fois parce que Cécile ne l'a pas dit, mais Bartel est quand même un cabinet très engagé, qui est Bicorp, qui est dans la Convention des entreprises pour le climat, comme Burdeo. Et puis également, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, la sustainability s'intègre dans les métiers et notamment dans la supply chain. Et c'est ce regard croisé avec Rémi qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Rémi, Rémi Tillemont, qui va être notre grand témoin, puisque c'est un acteur métier qui va nous partager son vécu en tant qu'aujourd'hui acteur de la supply chain, que ce soit son parcours personnel et son vécu au sein de Biomérieux. Rémi? Eh ben, bonjour à tous et merci Cécile et Caroline pour cette invitation. Je suis ravi d'être là ce matin. Grand témoin, je ne sais pas, mais en tout cas témoin avec des exemples concrets que j'essaierai pragmatiques et récents, puisque quand on est acteur en supply chain, on en a tous les jours des exemples sur ce sujet. Donc, je suis Rémi Tillemont, je suis responsable de la supply chain pour les filiales d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique au sein de la société Biomérieux. Biomérieux, que tout le monde ne connaît pas, alors je me permets un petit point de contexte, mais c'est une entreprise qui est assez conséquente, qui fait plus de 3 milliards de chiffre d'affaires et 13 000 employés à travers le monde, dans 150 pays, et qui agit dans le secteur médical, non pas pour du soin, mais ce qu'on appelle du diagnostic. C'est-à-dire que Biomérieux fournit des choses, des éléments de microbiologie qui permettent d'aller identifier la présence de pathogènes, alors soit des pathogènes dans le corps humain, soit dans les batchs industriels pour des productions comme des cosmétiques ou de l'alimentaire. Et donc, ça va aller de produits très simples comme des boîtes de pétri qu'on a tous manipulées peut-être une fois dans notre vie en biologie il y a quelques années, des boîtes de pétri préparées pour faire croître des pathogènes, jusqu'à des machines assez complexes et assez lourdes qui sont en fait des machines qu'on installera dans des laboratoires d'analyse médicale. Nous, en tant que grand public, on connaît juste le petit écouvillon qu'on va nous mettre dans le nez, mais ce petit écouvillon, pour aller identifier si on a le Covid, il va aller dans un petit tube, ce petit tube il va aller dans une grosse machine. Biomérieux fabrique l'ensemble de ces aimants-là. Et voilà, je suis donc responsable de la supply chain pour cette région Europe, Moyen-Orient, Afrique, et avec aussi une casquette centrale transversale sur la RSE au sein de l'entreprise. Merci Rémi. Alors, quelques petits aspects pratiques pour le déroulé de cet échange. On est assez nombreux, voilà, vous êtes déjà une soixantaine à vous être connectés. Et donc, pour faciliter les interactions, on a prévu une session de questions à la fin du webinaire. Et donc, on vous invite à poser dans le chat, vous avez un petit onglet chat, on vous invite à poser vos questions dans le chat
Et Héloïse, qui est avec nous, jouera le rôle de modérateur pour être en capacité voilà, d'orienter ensuite les questions pour qu'on puisse y répondre en fin de ce webinaire. Si certaines sont vraiment sur un sujet très spécifique, lors de la prise de parole de l'un de nous, on pourra faire un arrêt sur image, mais on a plutôt prévu un temps d'échange en fin de séquence. On a prévu d'être avec vous jusqu'à 12h30 au plus tard, voilà, et on tiendra le timing. Si on peut libérer chacun quelques minutes avant pour souffler avant votre prochain engagement, on n'hésitera pas à le faire. Mais on est vraiment ravis d'être avec vous. Alors, ça va être un échange, donc on a un support, évidemment, on va partager autour des métiers de la supply, autour des compétences attachées à ces métiers de la supply et de la RSE, de ce que ça implique, et des exemples. On va essayer d'égrener notre présentation d'exemples. Donc, voilà, ça va être sous forme d'échange avec nous trois, donc Caroline, Rémi et moi-même. C'est parti. Alors, j'avais envie de commencer par un chiffre clé, par un chiffre, voilà, 1,75. Nous habitons tous l'écosystème Terre et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on en consomme les ressources 1,75 fois plus vite que ce que la Terre est capable de régénérer. Et donc, voilà, il y a une urgence à agir. Le dernier rapport du GIEC est sans équivoque. L'inaction n'est plus une option. C'est aussi la raison qui nous pousse à partager un certain nombre de ces convictions autour des métiers et de ce que les métiers peuvent faire pour inviter et actionner les leviers qui sont à notre portée. Si je prends quelques chiffres plus focus sur la partie de la supply chain, la supply est vraiment à la croisée des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, sociétaux, environnementaux et économiques. Et voilà, le premier élément que j'aurais envie de citer, c'est 8%, les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, la supply, elle impacte le monde par l'air que l'on respire. Un deuxième chiffre, près de 2 millions, c'est aujourd'hui le nombre de collaborateurs qui travaillent dans les métiers de la logistique en France, dont une grande partie dans le transport routier. Et donc, on a la capacité à agir sur potentiellement un nombre important de personnes. Et puis, 15%, c'est aujourd'hui la superficie du territoire en France qui est occupée par des entrepôts. Et donc, on va parler d'artificialisation des sols, de biodiversité et d'humain. On a aujourd'hui un certain nombre de défis à relever, des défis qui sont autour des enjeux climatiques, autour des attentes des consommateurs, autour du cadre juridique réglementaire et de la pression des marques et des enseignes, et puis des attentes des consommateurs. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on n'a plus à se poser la question de savoir s'il faut y aller ou pas. Cette transformation positive et les projets RSE on espère vous porter tous et que les entreprises portent. Oui, il faut y aller vite. Les entreprises n'ont plus le choix et au travers de ces 4 raisons que je viens de citer, on va essayer de les décliner pour être en capacité finalement de voir que on peut transformer des contraintes en opportunités aujourd'hui et c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous. Alors, la planète aujourd'hui, elle fait face à de nombreux défis qui impactent les entreprises et la supply chain. On l'a vu au travers des enjeux climatiques. Vous êtes submergés d'informations, vous en entendez parler en permanence. Ces enjeux climatiques, la pénurie de ressources, les risques qui sont liés aux écosystèmes, à la biodiversité. On entend beaucoup parler actuellement du plastique, mais c'est toujours important de se rappeler pourquoi on doit agir, pourquoi il faut agir. Le dernier rapport du GIEC que j'évoquais tout à l'heure, il met en évidence les pertes et les préjudices qu'on subit déjà et qu'on continuera à subir à l'avenir si on ne fait rien ou si on ne fait que aussi peu que ce qu'on fait actuellement. Il est important de rappeler que finalement le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Tous les impacts qu'ont eu une pandémie, une guerre, des conflits géopolitiques sur notre transport, sur notre logistique, sur nos approvisionnements et donc nos ventes, parce que quand un produit n'est pas disponible pour le client, eh bien, on perd du chiffre d'affaires. Si on fait rien, ça sera pire dans les années à venir.
Et voilà, voyons ce qui se passe comme étant des sonnettes d'alarme qui montrent concrètement les effets de cette inaction et voilà les opportunités qu'on a à activer et à aller chercher les moyens au sein de nos entreprises pour faire évoluer les choses. C'est finalement, moi, le premier élément qui me touche le plus, ces enjeux climatiques et finalement cet impact sur les ressources qui sont les nôtres. On est en capacité aujourd'hui de faire des choses, on vit aujourd'hui énormément, on vit les conséquences dans nos métiers en supply chain de tous ces impacts. Peut-être je vais proposer à Rémi de commenter par rapport à des éléments vécus chez lui. Oui, effectivement, on en vit maintenant de plus en plus et ça devient un sujet prégnant sur la gestion de la continuité du business aujourd'hui. Et c'est ce qui est intéressant, alors c'est peut-être un peu triste, mais en tout cas intéressant, c'est que ce que tu présentes là, c'est devenu là, une clé d'entrée que plus personne ne peut nier sur le fait que le changement climatique, il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'il y a eu des années, moi ça fait 20 ans que je fais de la supply chain, ça fait quelques années que j'essaie de sensibiliser sur le sujet, mais une entreprise, c'est souvent assez court-termiste. Donc, c'est super de sauver le monde demain et d'éviter qu'il fasse trop chaud dans 10 ans, mais comment on fait pour satisfaire l'actionnaire à la fin du mois Il se trouve que là, le sujet, c'est un sujet pour satisfaire le court-termisme aussi. Alors, deux exemples que nous, on a vécu récemment chez Biomérieux. J'ai en tête, par exemple, qu'il y a moins d'un mois, on a eu un événement climatique aux États-Unis, puisqu'on a plusieurs usines aux États-Unis, où une grande partie du toit a été arrachée à cause d'une tempête d'une intensité plus forte que ce qui est arrivé hier, probablement moins forte que ce qui arrivera demain. Il faut réagir. Alors, il faut réagir vite en se posant la question de la continuité du business. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est difficile de vous faire vivre le quotidien des dilemmes que ça va créer, mais voilà, on a une usine qui tourne plus depuis, c'est arrivé il y a un mois, on s'assoit tous et on dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les produits sont des produits critiques qui nécessitent une continuité de business? Lesquels oui, lesquels non? Et lesquels sont fabricables ailleurs? Alors du coup, est-ce qu'on peut aller faire un backup en France? Et si on fait qu'un backup en France, il va falloir l'envoyer tous ces produits en avion. Alors quel est l'impact financier, c'est ce qu'on se serait dit depuis des années, mais aujourd'hui on s'est dit financier et CO2, puisque aller envoyer ces produits en avion, ça va être contribuer à encore plus de CO2, encore plus d'événements climatiques qui va peut-être aller arracher la deuxième partie de mon toit dans 10 ans. Donc tout à coup, on rentre dans des sujets très concrets, mais qui sont des dilemmes permanents. Et puis quand on rentre encore à un niveau supplémentaire, on va les fabriquer en France, donc il faut les envoyer en avion. On va perdre en impact CO2. Est-ce qu'on va perdre tant que ça? Parce qu'en fait, les fabriquer en France, c'est de l'énergie qui est de l'électricité beaucoup plus décarbonée que celle qu'on utilise pour les fabriquer aux États-Unis. Donc peut-être que ce n'est pas si impactant, ou en tout cas peut-être que c'est nuancé. Voilà, c'est toutes ces choses, je vous dis, ça c'est il y a moins d'un mois, et je trouve qu'on se serait parlé dans un mois, il y aurait peut-être eu un autre sujet. Peut-être un deuxième exemple, chez Biomérieux, tout ce qui est réactif qu'on met dans les machines sont soumis à des contraintes de température, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des produits qu'on doit transporter en température dirigée ou en tout cas en froid contrôlé, avec des autorisations d'écart de température. Pendant des années, Biomérieux fête ses 60 ans cette année, comme vous le voyez derrière moi, pendant 60 ans, on a testé nos produits pour voir leur résistance jusqu'à 39 degrés. Et puis tester combien de temps ils ont le droit d'arriver jusqu'à 39 degrés. On a le droit des écarts de 8 heures en dehors du 12-25. Depuis 3 ans, on ne les teste plus à 39 degrés, mais à 42. Puisqu'en fait, la moyenne des pics qu'on va observer, même en France, n'est plus du tout celle d'il y a 60 ans, évidemment. Donc, on a revu tous nos processus R&D. On a dû changer aussi nos autoclaves dans lesquelles on faisait les tests de température parce qu'ils n'étaient plus adaptés. Et puis, là où on s'autorisait des écarts et à transporter en température ambiante il y a encore quelques années, même en France, depuis 3 ans, en fait, les écarts sont beaucoup trop importants et on est obligé de se dire quand est-ce qu'on met de la température dirigée de froid. On a mis en place un partenariat avec Météo France pour essayer de comprendre dans quelle région de France, en fonction des moyennes des 5 dernières années, on pouvait se projeter la simulation de température dans les camions au-delà de ce que sont autorisés et nos produits. Donc, voilà, c'est un sujet du quotidien qui n'est pas à sauver la planète de demain, mais qui permet une clé d'entrée pour aller sensibiliser sur le futur, mais qui est surtout aujourd'hui en supply chain un sujet qui nous touche tous les jours. J'espère que ça donne un exemple un peu concret, mais qui est...
Merci Rémi. Je suis très heureuse d'entendre ce type de raisonnement et cette nouvelle façon de fonctionner. Moi qui suis sur le sujet depuis 13 ans, je vois vraiment une révolution. C'est-à-dire que avant, les gens qui s'intéressaient à ces sujets étaient très pionniers. C'est des gens qui se formaient tout seuls et qui globalement pouvaient aussi être assez éloignés des lignes métiers. Aujourd'hui, on voit vraiment que ça s'intègre partout, que c'est des sujets qui sont complexes, qui sont systémiques. On ne peut pas s'improviser expert de la supply chain et de la RSE, comme tu viens de nous le démontrer. Et peut-être pour ajouter sur le pourquoi y aller, j'ajouterais deux petites choses. C'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle devient sociétale. De toute façon, on lui demande des comptes surtout, notamment le secteur de la finance. Alors certes, il y a les contraintes réglementaires, mais effectivement, il y a aussi la gestion des risques, tu en as parlé, ce qui fait qu'aujourd'hui, le rapport, ce qu'on appelle extra-financier, donc regarder des critères ESG, donc environnement, de social et de gouvernance, ça devient aussi important. Moi, j'ai aussi vu une évolution assez récemment sur la prise en compte de ces enjeux parce que le code AFEP-MEDEF a évolué. Et aujourd'hui, on demande à ce que dans les conseils des entreprises, à ce que dans les conseils d'administration des entreprises, il y ait un administrateur ou une administratrice qui ait des compétences en RSE et en climat en particulier. Et à partir de là, on a vu ces sujets-là arriver beaucoup plus haut dans les COMEX et les comités de direction. Alors, on vient de parler des effets, des enjeux climatiques, des pénuries de ressources et de la biodiversité. Il y a un deuxième élément qui est très important, que j'évoquais en introduction, c'est l'évolution de la réglementation. Voilà. Toutes les réglementations sont en train de se durcir, et donc il faut prendre en compte, voyons-le comme des opportunités de faire bouger les lignes, que ce soit voilà, la loi AGEC qui nous invite à limiter les destructions, voilà, limiter le gaspillage, donc que ce soit des destructions ou du recycler les produits. On a le devoir de vigilance, des lois de transport qui sont en train de se durcir avec l'arrivée prochaine des zones à faible émission, avec des aides gasoil qui ont vocation à disparaître. Et donc, toutes ces réglementations, elles sont très importantes et avec un niveau de conscience parfois dans les entreprises qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Je prends l'exemple de la loi AGEC. Je lisais récemment une étude qui évoquait qu'un nombre non négligeable d'acteurs du textile, notamment, n'avaient pas la conscience de cette interdiction de destruction et que donc on continuait à avoir des destructions. Donc, ces compétences, il est fondamental qu'elles se développent parce que si on ne prend pas en compte ces nouvelles exigences réglementaires, on a un risque, et je crois que Rémi pourra parler de la réglementation CSRD, mais si on ne prend pas en compte ces nouvelles réglementations, eh bien, on peut être soumis à amende, mais surtout, voilà, on n'est pas en phase avec le chemin et la transition vers laquelle on doit aller. Peut-être Rémi sur CSRD? Oui, enfin, sur CSRD, c'est en train de venir. Et alors, on a la chance dans une entreprise suffisamment grande pour qu'elle s'y prépare et qu'elle y mette les ressources. Mais en discussion avec mes pairs un peu dans d'autres entreprises de taille plus ou moins grande, je crois qu'il y a peu de gens qui se rendent compte le niveau de révolution qui se cache derrière le CSRD. Et c'est d'abord une révolution culturelle que je trouve fascinante. Et je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, on a commencer à mettre en place maintenant des reportings sur tous nos business travel avec l'agence de voyage qui nous envoie ces reportings de CO2 par personne. Et les analyses ont été faites par le contrôle de gestion, par les équipes finances. Et ça, pour moi, c'était une vraie révolution. Et c'est lié à la dynamique de ce qu'est en train de mettre en place la CSRD, c'est-à-dire qu'avant, le vocabulaire parlait de lui-même. Il y avait les reportings financiers et puis le extra-financier, le reste. Et la CSRD est en train de casser complètement ça pour, comme tu le disais, Caroline, aller mettre sur le même plan des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, non pas comme
le rapport d'à côté qui fait joli et qui permet de se donner une bonne conscience, mais intégré dans le rapport de performance de l'entreprise. Et pour commencer à lever le coin un petit peu sur ce que les équipes qui travaillent sur la CRD en interne nous préparent, c'est une révolution qui va vraiment dans le bon sens, mais qu'il va falloir avaler. Ouais, pour rebondir sur la TSRD, la plupart des directeurs RSE et des directeurs financiers avec qui on échange aujourd'hui nous disent qu'ils ont vraiment peur de ce qui arrive. Alors, à la fois, c'est extrêmement positif, hein, mais c'est sûr que c'est quelque chose, il faut s'y préparer parce que c'est quelque part en train de révolutionner la façon dont on juge la performance d'une entreprise. C'est-à-dire que, alors, on va prendre l'exemple du carbone, qui est quelque chose que on sait à peu près bien calculer. On peut quand même se dire que très rapidement, le carbone va être inclus dans les bilans financiers et ça va profondément changer les résultats de l'entreprise. Donc, c'est une révolution à laquelle je pense on n'est pas encore tout à fait prêt et ça nécessite absolument de développer ses compétences et de les faire évoluer de façon transverse dans l'entreprise. Les enjeux climatiques. Un tout petit témoignage pour revenir à ce que tu viens de dire, Caroline. Effectivement, le carbone, c'est probablement ce qu'on sait le mieux calculer. Néanmoins, un petit témoignage qui date d'il y a 2 jours. On a dû reprendre des chiffres que nous avait envoyés le plus gros transporteur mondial, le plus gros freight forwarder mondial, sur une estimation d'analyse d'impact sur des Sustainable Maritime Fuels. Il s'était complètement trompé dans ses calculs. Et c'est le plus gros freight forwarder du monde. Et il a fallu que quelqu'un dise, c'est quand même bizarre, non? Et heureusement qu'on avait deux fournisseurs qui avaient des chiffres complètement différents, ce qui nous a permis de nous dire, il y a un problème. Donc, même sur ce qu'on pense être capable de calculer, et même sur des acteurs dont on pense que c'est les plus avancés, je peux vous dire qu'au quotidien, ça reste très artisanal et très fichier Excel et doigt mouillé. Donc là, il va y avoir aussi une transformation. Il y a des harmonisations qui sont en train de se faire. Maintenant, pour le transport, il y a une référence qui s'appelle Ecotransit, mais qu'il faut savoir utiliser, parce que les fournisseurs l'utilisent, ils disent j'utilise, mais ils ne donnent pas les mêmes chiffres. Donc, il y a du boulot dans la montée en compétences, même chez les plus gros et chez les plus avancés. Oui, un peu mieux que la biodive. Oui, tout à fait. Enjeux réglementaires. Et puis, un troisième, non pas des moindres, hein, c'est que les Français ont de plus en plus des exigences fortes envers les entreprises sur ces sujets-là. Voilà, j'étais la première étonnée que quand on pose la question aux Français pour savoir qui doit agir en premier pour le climat, eh bien, ils placent les entreprises avant les gouvernements et avant les consommateurs eux-mêmes. Ça montre que finalement, nous, en entreprise, nous avons un rôle très fort à jouer. Et de fait, ne pas agir, c'est aussi prendre un risque d'être dénoncé, mais surtout de ne pas être considéré comme étant en phase avec les attentes des consommateurs et notamment des clients les plus fidèles. Et de fait, je voulais parler de l'étude de la FEVAD sur le commerce en ligne, en ouverture d'une grande conférence début mars du commerce en ligne. Un des chiffres qui a été cité, c'est le fait que les e-commerçants avaient mis la RSE comme étant la priorité des investissements pour l'année 2023. C'est la première fois depuis que cette étude existe que les investissements en matière de RSE arrivaient en tête devant les investissements informatiques. Ça montre que les entreprises commencent à avoir cette conscience du besoin d'agir et que on est en phase de bascule. Voilà, le plus grand nombre est en train de basculer. C'est ce que nous croyons et c'est la conviction que nous avons. Et donc, c'est vraiment cette RSE un investissement et pas un coût, évidemment. Le dernier élément sur lequel j'avais envie de m'arrêter dans le contexte, c'est la transparence qui est attendue sur les chaînes d'approvisionnement avec ces consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence. Il y a eu des scandales avec certains produits qui n'ont pas respecté ou on faisait travailler des enfants ou des personnes dans des conditions de travail qui ne respectaient pas les droits de l'homme. Donc, cette notion de traçabilité, de visibilité sur, évidemment, la composition des produits.
pour permettre de voir si on est sur des compositions de produits qui respectent l'environnement, mais aussi toute la dimension éthique, les lieux de production pour comprendre le parcours des produits. Il y a de plus en plus d'attentes de la part des consommateurs. Et expliquer le parcours de son produit au consommateur, ça peut aussi l'aider à prendre conscience de pourquoi il fait certains choix, l'aider à faire certains choix plus vertueux que d'autres. Peut-être Rémi, un exemple chez toi? Oui, nous, même avant de parler du consommateur, le besoin de transparence dans le milieu du médical et dans le milieu de la santé, il est avant tout réglementaire. On a des audits ISO régulièrement, des audits de la NSM, et puis des exigences de bonnes pratiques qui sont extrêmement strictes. Donc la traçabilité, par exemple, tout le contrôle de la chaîne du froid doit être tracé, doit être auditable, et ça implique de toute façon, dans tout ce secteur de médical, d'avoir quelque chose de très strict. Si on fait le lien, je regardais tes deux slides l'un après l'autre, si on fait le lien entre le fait que il y a une attente des consommateurs la première attente des consommateurs, c'est de se dire que c'est les grandes entreprises qui doivent faire la différence. Ce que ça dit aussi, c'est que ça c'est un peu ma conviction personnelle, mais c'est celle qu'on est en train de faire avancer aussi chez Biomérieux, c'est que être le premier à être engagé là-dessus en tant qu'entreprise, c'est se créer un point de différenciation qui sera valorisé par les consommateurs. Et ça, on le voit, et par les consommateurs et par les collaborateurs. C'est-à-dire que moi, je vois dans des entretiens d'embauche des personnes qui systématiquement posent des questions sur les engagements, et non plus simplement pour savoir si sur le site Internet, il y a un bel onglet vert avec plein de choses jolies, mais pour vraiment comprendre, il me travaille pour savoir comment l'entreprise au quotidien vit le développement durable. Donc, c'est un vrai tremplin, en fait, toutes ces exigences qui sont en train de monter et le regard qui est porté sur les entreprises. Et je pense que c'est un élan très positif. Ouais, je voudrais peut-être rebondir sur les compétences qui sont nécessaires aussi à mettre en œuvre sur ces métiers. Nous, ce qu'on a constaté chez Burdeo, c'est que déjà, il faut qu'il y ait vraiment un socle commun, quel que soit le métier lié à la RSE qu'on fait. Donc, il faut vraiment une excellente culture générale de la RSE. Il faut comprendre les 9 limites planétaires, il faut connaître les ODD, donc les objectifs de développement durable, parce que c'est quelque chose de systémique. Tu l'indiquais tout à l'heure, Rémi, on peut se dire que ne plus faire transporter des trucs en avion, c'est une bonne idée, et puis peut-être que, in fine, non. Donc il y a une complexité et une systémie du sujet qu'il faut savoir aborder. Et je crois, en tout cas, c'est notre conviction chez Burdeo, on ne peut plus s'improviser aujourd'hui expert de la RSE. Donc déjà, il faut se former. Et puis ensuite, il faut choisir ses combats. On ne peut pas être expert du carbone, de la biodiversité, des droits humains. Donc il faut avoir un peu des majeurs. Et il faut en permanence continuer à se former et s'informer. Nous, les choses qu'on regarde aussi énormément, c'est si la personne est capable de travailler de façon transverse, parce que on peut plus travailler en silo. Par exemple, quand on parlait de la CSRD, il y a forcément à un moment donné la direction RSE, la direction financière, la direction logistique qui vont être ensemble. Donc ça, c'est quand même des compétences qu'on n'a pas toujours pensé à développer. Et j'irais même plus loin, il faut être aussi capable de travailler en coalition et en coopétition, parce que les solutions aujourd'hui, elles existent pas encore. Donc il faut être davantage, on parlait de transparence, il faut pouvoir davantage travailler en collaboration avec ces différentes parties prenantes. Et puis, alors, je crois que vous le faites aussi déjà chez Biomérieux, mais les concurrents ont besoin de se mettre ensemble pour inventer des solutions et pour pousser aussi tout le secteur et toute une chaîne de valeur à se transformer.
Faut aussi, il faut quand même le dire, il faut aussi du courage et de la ténacité, parce que certes, on a tous compris que le climat, il y a un problème, la biodiversité aussi, qu'il y a la CSRD qui arrive, etc. Néanmoins, au jour le jour, croyez-moi, on ne vous déroule pas le tapis rouge. Donc, il faut être tenace et courageux parce qu'il y a aussi parfois des messages pas très agréables à faire passer. Mais de fait, voilà, il faut y aller. Et il faut y aller aussi parce que les collaborateurs, ceux qu'on intègre dans nos entreprises, ceux que vous cherchez à recruter, et on sait à quel point les ressources peuvent être pénuriques dans un certain nombre de cas, eh bien, les collaborateurs sont de plus en plus en quête de sens. Ils sont des citoyens avant tout et donc ils s'engagent de plus en plus à rejoindre des entreprises qui sont elles-mêmes engagées dans cette transition ou qui font attention à leurs impacts et on le sent vraiment, nous, au sein du cabinet, ça fait partie des critères de motivation très forts des collaborateurs qui rejoignent le cabinet et on est parfois surpris même de la valeur. Caroline citait que le cabinet était bicorp. On l'a pas du tout fait pour ça. On l'a fait pour incarner notre engagement et nos convictions profondes et le fait de pouvoir agir et impacter positivement les entreprises qu'on accompagne. Et les collaborateurs, nos potentiels recrues, sont souvent très, très sensibles à cet engagement bicorp. Et je voudrais ajouter sur les collaborateurs, parce qu'on parle beaucoup des jeunes qui sont très exigeants sur ces sujets, mais les moins jeunes le sont tout autant. J'espère que ce n'était pas un petit clin d'œil à moi, Caroline. Néanmoins, je vais quand même faire un témoignage là-dessus sur ma situation personnelle. Effectivement, ce n'est pas forcément qu'un truc de jeune. Moi-même, personnellement, il y a 3 ans, je me suis un petit peu posé pour dire où est-ce que je veux envoyer mon énergie pour les 20 ans à venir. Et passé 40 ans, j'ai décidé de changer de secteur et d'être formé au développement durable. Alors, moi, j'ai choisi de faire un master à l'école des mines parce qu'avec une tête d'ingénieur, moi, j'ai besoin d'aller construire la connaissance et d'avoir quelque chose d'un peu académique pour être sûr, pour avoir la confiance, enfin, pour avoir l'impression de maîtriser un sujet, on va dire. On ne devient pas expert de tout, donc ça reste très généraliste. Mais c'est une des choses chez Biomérieux qu'on a faites pour faire monter l'ensemble de l'organisation en compétences, c'est aller insuffler comme ça quelques personnes qui ont eu vraiment une formation approfondie sur le sujet. Je pense au directeur du HSE, donc Santé, Sécurité, Environnement, qui lui s'est formé à Cambridge la même année que moi. Et à 2, ça nous a permis quand même d'arriver avec une casquette d'expertise technique un peu plus importante sur le sujet. Et puis, aller insuffler les compétences et faire grandir les employés en interne, ça passe aussi par plusieurs autres choses. Il y a la sensibilisation, on y reviendra peut-être, mais on a déployé la fresque du climat qui a permis de donner un vernis à tout le monde sur lequel on capitalise maintenant. On a rapproché un peu les fonctions, c'est-à-dire que les départements un peu traditionnels, santé, sécurité, environnement, qui sont sortis des usines pour être maintenant un peu au siège aussi, eh bien, on a fait en sorte que de ce département-là, on ait un délégué dans chacune des fonctions, c'est-à-dire que nous, on a un responsable HSE au sein de la fonction supply chain qui se forme aussi au développement durable et qui a cette expertise qu'il apporte à tous les membres de la supply chain qui en ont besoin. Le directeur des transports qui a besoin de comprendre plus techniquement ce que ça veut dire, des sustainable aeronautic fuel, il va pouvoir avoir une compétence vers qui il va se tourner. Donc, on a créé des ponts entre les fonctions. Et puis, quelque chose qui est aussi un signe un peu des temps, que peut-être certains de nos interlocuteurs aujourd'hui ont vu dans leurs entreprises, mais il y a maintenant beaucoup d'entreprises où les employés eux-mêmes créent des collectifs. Et d'ailleurs, il y a un collectif de collectifs qui s'appelle les collectifs et qui conseillent, je crois que c'est parti de grands cabinets de conseil, d'employés de grands cabinets de conseil qui ont envie de faire ça, puis après qu'on en fait une méthodologie qui diffuse, et maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui ont ces collectifs en interne, et Biomérieux, des employés, à l'initiative des employés, ont créé un collectif. Alors, je ne dirais pas que c'est le syndicat, les délégués de la planète, quoi. Il y a les délégués du personnel, il y a les délégués de la planète, mais c'est les employés, de façon tout à fait indépendante de la direction, ont monté un collectif qui, chez Biomérieux, s'appelle Canopée, mais il s'appelle Planète H chez Alstom, je crois. Enfin, et ça aussi, c'est un signe de... c'est plus juste
parfois, ces slides, avec tout le respect que j'ai pour les consultants, sont parfois un peu… les gens répondent et disent « Ah bah oui, moi j'aimerais bien que l'entreprise elle soit plus verte. Ah bah oui, j'aimerais bien. » Et puis le consommateur, pareil, il dit « Moi j'ai envie d'acheter des trucs. » Puis le jour où il faut passer au portefeuille, finalement, c'est pas si clair que ça. Mais là, concrètement, les employés, entre guillemets, se soulèvent ou se mettent en groupe pour aller dire à la direction « On veut créer un pourpouvoir. » Par opposition au contre-pouvoir. On n'est pas un contre-pouvoir, on est un pour-pouvoir pour aller aider l'entreprise à accélérer et la direction à se regarder dans un miroir pour accélérer sur le sujet du développement durable. Je trouve que c'est très significatif aussi et c'est en train d'arriver dans beaucoup d'entreprises. C'était le cas chez Biomérie. Un très bel exemple d'évolution professionnelle, puisque Rémi a fait le choix de se former, d'aller vers quelque chose qui avait du sens pour lui, et puis surtout d'évoluer sur quelque chose, sur un métier qu'il connaissait déjà, à savoir la supply. Ce que je compléterais aussi sur les collectifs, il y a le collectif Alumni for the Planet, où là, en fait, ce sont des alumni d'universités, de grandes écoles, enfin, c'est vraiment très, très large, qui veulent évoluer, alors qui veulent pas devenir directeur RSE, qui veulent pas forcément changer d'entreprise, mais qui se rassemblent pour savoir comment je peux intégrer la RSE dans ce que je fais aussi aujourd'hui. Merci. On propose de passer maintenant à quelques éléments de concrètement, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir? Parce que on a fait un constat, il y a plein d'exemples qui illustrent que voilà, on est touché dans nos métiers en supply chain, il y a des enjeux autour des compétences et on part du principe que c'est parce que le plus grand nombre se mobiliseront pour pouvoir faire bouger les choses qu'on arrivera à se mettre en mouvement. Et donc, vous, dans vos entreprises, que vous soyez acteur de la supply, acteur de la RSE, vous avez un rôle déterminant à jouer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez cette conviction, vous partagez cette conviction et que vous avez envie d'en faire partie. On a, nous, deux visions. Côté supply chain, on peut accompagner, on doit accompagner l'entreprise dans les transformations positives, à minima par ce qu'on peut faire au sein de notre verticalité de responsabilité pour viser une supply chain plus durable qui va être au service de la performance. Et donc, on va détailler quelques-uns des leviers de mise en mouvement. Et puis après, nous, ce qui nous paraît le plus important et le plus porteur de sens et d'avenir, c'est de faire en sorte que la supply devienne un vrai business impact partner par son rôle central et transverse au sein de l'organisation. Et donc, on a vraiment cette conviction et ce webinaire, il va dans ce sens-là, c'est qu'il faut pouvoir être dans cette posture-là, il faut que vous puissiez être outillé de compétences qui vont le rendre possible. Donc, si on décline tout d'abord, finalement, les leviers d'action qui sont entre nos mains, on peut prendre des exemples et je vais laisser Rémi détailler sur des sujets autour des sites logistiques. On a parlé de l'impact sur la biodiversité, de l'artificialisation des sols. On peut parler de sujets autour des gestes métiers, des préparations de commandes. On peut parler de sujets autour des emballages, autour du transport, évidemment. Je vais proposer à Rémi qui détaille quelques exemples. Je pourrais compléter éventuellement, mais voilà, il est au cœur du réacteur de ces actions-là. Merci Cécile. Oui, effectivement, je vais aller vite pour qu'on ait un peu la place à des questions, mais les sites logistiques et d'ailleurs les sites de manufacturing, c'est un peu les usual suspects, c'est les premiers vers lesquels on va aller s'attaquer, puisque c'est le scope 1 et 2, que donc c'est le premier que regarde la direction, et puis que souvent c'est les plus grosses émissions. Pardon, les plus grosses émissions, c'est les achats, puisqu'en fait, c'est les émissions de tous les autres à qui on achète des produits. Mais disons qu'en deuxième, en général, c'est les sites de production. C'est le cas chez Biomérieux. Donc, site de logistique, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a un plan d'accélération de l'efficacité énergétique et de l'efficacité énergétique et de l'efficacité hydrique sur l'ensemble de nos sites d'entreposage. Ce qui est intéressant, et ce que ça touche du doigt, c'est que ce n'est pas toujours des sites qui sont propres à Biomérieux. Là, nous, on a notre plus gros site logistique, c'est un site Biomérieux. Donc, c'était très facile pour nous d'aller construire un plan de transformation qu'on a appelé International DC 2040, pour qu'il soit prêt pour 2040, où on a transformé complètement son efficacité énergétique.
Quand on travaille avec des partenaires, ça implique une notion de partenariat, de partage et de transparence avec les 3PL, qui sont souvent les fournisseurs de services de transport et d'entreposage. Et donc, on y travaille de la même manière que si c'était nos sites et en transparence avec eux. Préparation de commande, c'est un sujet qui est intéressant. Et avant de parler de préparation de commande, je parlais de prise de commande parce que il y a des départements au sein de l'entreprise qui se disent, moi, je peux agir. Voilà, je peux éteindre la chaudière de mon usine, je peux aller investir dans quelque chose de plus efficace. Puis il y a des départements qui disent, nous, on n'a pas d'impact. Prise de commande, qui sont dans mes équipes, dans les filiales, non, on n'a pas d'impact. Il se trouve que dans le milieu du médical, il y a une très très mauvaise habitude, c'est que les clients ont l'habitude d'être desservis comme pour de la pharmacie où on peut commander tous les jours. Et donc, j'ai des clients qui me commandent tous les jours des produits. Et je dis à mes équipes de commande, si vous travaillez en partenariat avec les clients pour cadencer ces commandes et qu'ils commandent une fois par semaine au lieu de commander une fois par jour, vous divisez par 5 l'empreinte carbone et l'empreinte planétaire des livraisons qu'on fait chez ces clients. Et tout à coup, les équipes se rendent compte que au-delà de l'évidence de je réduis mon énergie, chacun dans son métier peut influencer l'empreinte carbone de nos opérations. Les emballages, bon, on a fait par exemple, on vient de changer nos machines de fermeture de carton chez Biomérieux. Maintenant, on a une machine qu'on a appelée Givaro parce qu'elle va couper la tête des cartons. C'est-à-dire que nous, on a des produits qui sont de taille extrêmement différentes. Je travaillais dans le parfum autrefois et c'est pareil, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens. Donc, quand vous fermez le carton, il y a finalement beaucoup de vide parce que la hauteur du carton, elle est standardisée. Puis vous prenez le plus gros de vos cartons et souvent, il y a 10-20 cm de vide et beaucoup de bulles. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a une machine qui coupe et qui referme à la hauteur du plus grand des produits. On pense que ça va améliorer ou réduire la taille de nos cartons de plusieurs dizaines de pourcents. Et on voit déjà les résultats. Là, cette machine marche depuis quelques semaines. Donc voilà, encore un exemple. Et alors, l'emballage, on est très interpellé sur l'emballage. On a été interpellé, je me souviens l'année dernière, à un moment où on faisait une transition, les machines ne marchaient plus, on le faisait à la main. Effectivement, les préparations étaient très inefficaces. Et les gens nous ont envoyé des photos sur LinkedIn en taguant Biomérieux et en disant « Dites donc Biomérieux, le développement durable, ça vous parle ?» parce qu'ils avaient reçu un carton dans lequel il y avait 3 produits et le carton était gros, il y avait beaucoup de vide. Et effectivement, les outils industriels, on est en permanence à trouver l'équilibre entre l'efficacité par la standardisation des tailles de carton, mais en même temps, l'optimisation par rapport à la taille de ce qu'on transporte à l'intérieur. Donc, de nouveau, j'essaie de vous faire toucher du doigt qu'au quotidien, la réflexion se fait et parfois, on se prend un petit peu des claques assez injustes quand on a l'impression de travailler beaucoup pour faire avancer les choses, mais l'image que ça peut renvoyer en externe peut être très vite sur les réseaux sociaux. Et le transport, il est évident chez nous. Jusqu'à il y a 5 ans, on avait plus de 60% de nos échanges internationaux qui se faisaient par voie aérienne. On est passé à moins de 40% aujourd'hui. Et c'est l'un des gros travaux. Et ça implique énormément de choses parce qu'en fait, passer de l'aérien au maritime, ça veut dire changer drastiquement les délais de livraison. Et donc, c'est de la collaboration multifonctionnelle. Parce que est-ce que mes packaging qui étaient adaptés au transport aérien le sont toujours en transport maritime? La supply chain, elle n'a pas la légitimité d'aller changer le packaging des produits. Donc, comment faire retravailler une équipe R&D qui préfère travailler sur les lancements de nouveaux produits pour redesigner les packaging et les adapter à des transports plus verts? Les équipes planning, quand on passe en transport maritime, les délais ne sont pas les mêmes. Il faut transporter bien plus à l'avance, il faut envoyer plus à l'avance, il faut revoir les plannings de production. Donc, en fait, c'est en permanence du travail multifonctionnel. Et le transport, par exemple, est un bon exemple de ça. Je m'arrête là, sinon on peut en parler toute la journée, mais on n'aura pas de questions. Merci Rémi, tu as fait une parfaite transition puisqu'en fait on parlait de la verticalité des sujets dont on avait la responsabilité, mais il y a aussi un certain nombre de sujets qu'on peut faire bouger en coopérant avec les métiers. Tu as donné un exemple sur le transport. Je pourrais témoigner aussi de clients qu'on accompagne dans la mode et le luxe qui cherchent à faire basculer du transport aérien vers du transport qui met plus de temps, donc du maritime. Et donc, le sujet, c'est pas simplement de le décréter, c'est de réussir à ce que les équipes de l'offre, du marketing acceptent de réduire des cycles, de ne pas utiliser le transport comme le buffer qui permet de compenser
tous les délais qu'ils n'ont pas respectés dans la conception des produits et dans la mise sur le marché. Voilà. Donc, il y a vraiment ce levier transverse. Finalement, la supply est au cœur d'un écosystème et peut être en capacité de faire bouger les lignes, que ce soit en lien avec les achats sur les exigences de traçabilité. On peut manager la chaîne d'approvisionnement en transparence totale avec une cartographie hyper rigoureuse du sourcing des fournisseurs qui peut permettre de déconstruire, de reconstruire des modèles de sourcing en filtrant des nouveaux fournisseurs qui rentrent dans les critères que vous avez posés. On peut travailler avec l'offre, avec le marketing, et évidemment en utilisant la data pour avoir des stocks plus lean qui sont voilà, le juste stock au bon endroit, au bon moment, pour éviter d'avoir des stocks en fin de collection. Par exemple, je parlais du textile, et éviter d'avoir de la destruction produit. Donc, on a un certain nombre de leviers qui, pour fonctionner, ce travail aussi en transversalité. Et puis, je citerai la finance. C'est pas anecdotique parce que si on veut faire bouger les lignes, quand on aligne aussi l'ensemble des indicateurs de l'entreprise et parfois des primes individuelles, si on les aligne tous sur des éléments qui nous permettent d'être plus vertueux, bizarrement, ça facilite la mise en mouvement d'un certain nombre d'acteurs. Je me permets peut-être deux ajouts, deux commentaires. Un pour rebondir sur ce que disait Caroline plus tôt, sur le fait que ce n'est pas toujours simple et ce n'est pas toujours walk in the park, comme on dit. Le marketing, le commerce, les achats, chacun a ses KPI, a ses objectifs, et la supply chain qui est un petit peu au croisement de tout a aussi le rôle d'aller un petit peu remettre en question chacun dans son silo. Je me souviens de cette conversation avec le marketing l'année dernière, quand on discutait des packaging, des surpackaging de nos réactifs qui étaient à l'époque tous blancs avec un carton un peu brillant et un logo en couleur qui n'avait aucune valeur médicale. Or, dans notre métier, on est surtout là sur la valeur médicale du produit. Et le marketing qui disait nos clients attendent la propreté et ça renvoie l'image de propreté d'avoir un carton qui est blanc. Alors, la question c'est, est-ce que vraiment les clients aujourd'hui en 2023 attendent encore ça? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils attendent? Est-ce qu'il y a un petit artefact de le marketing a aussi besoin de voir le fruit de son travail, et c'est tout à fait logique, mais moi mon rôle ça va être de leur dire peut-être il y a d'autres façons d'aller apporter de la valeur aux clients. C'est pas toujours marrant les discussions en interfonctionnel, et il y en a une qui est peut-être encore plus difficile où la supply chain a aussi une grosse légitimité de par sa position, c'est les discussions de coopération entre les cultures. Parce que moi, je travaille sur une culture qui est internationale. Alors, moi, j'ai le périmètre Europe, Moyen-Orient, Afrique, mais on a des transporteurs internationaux, on a des usines aux États-Unis. Et tout le monde n'est pas du tout au même niveau de sensibilité et de connaissance et de compréhension sur le sujet. Et là, la supply chain, je vois pour la supply chain un rôle très positif, fédérateur de partage de vision, d'aller tirer vers le haut un pays par rapport à un autre. Et parfois, on se fait rironner par un transporteur russe quand on arrive naïvement en leur disant et sinon, au niveau du GPL ou éventuellement les biocarburants, et ils disent mais mon pauvre monsieur, ça n'existe pas dans notre pays. Et donc là, on a un rôle que je trouve génial d'aller faire progresser et d'aller tirer vers le haut. Et la supply chain, en étant au cœur de l'international, a un très gros rôle à jouer là-dessus aussi. C'est vrai que globalement, en Europe, on est quand même plutôt avancé sur ces sujets par rapport au reste du monde. Et de fait, si on bascule, on a parlé des sujets sur lesquels on pouvait finalement optimiser ce sur quoi nous avions la main, dont certains sujets qui se font en coopération avec d'autres métiers. Mais finalement, si on va un cran plus loin pour finalement contribuer à être moteur dans des transformations profondes, on a appelé ça des business impact partners. On sait qu'il y a des modèles nouveaux qui sont en train de se développer et qui sont au cœur des nouveaux business models des entreprises. On va parler de location, on va parler de seconde main, on va parler de modèle vrac, on va parler de circularité. Et finalement, tous ces modèles-là, ils ne se mettront en place que si on, côté supply, côté gestion des flux physiques, côté gestion des flux d'informations, côté gestion des approvisionnements, on est en capacité de restructurer des nouveaux modèles. On dit que aujourd'hui la circularité, l'impact de la circularité
pour les supply chains va probablement être plus important que ce qu'a été l'impact de l'omnicanal il y a quelques années, hein, le fait de devoir finalement à la fois livrer des magasins mais aussi livrer des consommateurs directement avec de la préparation de commandes au détail, ce que vont impliquer les nouveaux business models et notamment la circularité qui est très très présente et dont on parle beaucoup actuellement. Et je pense notamment au secteur textile où on projette que entre un produit sur deux ou un produit sur trois qui sera issu de cette économie circulaire dans les prochaines années. Et donc, ce sont des éléments qui ne se feront que parce que les acteurs de la supply sont engagés et sont en capacité de projeter des nouveaux modèles et donc d'intégrer des nouvelles compétences dans l'organisation de ces nouveaux gestes métiers, hein, puisque quand on fait de la circularité, on doit collecter, c'est la gestion des retours qu'on a appris à faire avec notamment le e-commerce. On doit collecter, on doit être en capacité de diagnostiquer dans quel état est le produit, qu'est-ce que je suis en capacité d'en faire. On doit être capable de le réparer ou de lui donner une seconde vie en upgradant certains éléments. Et puis, on doit être capable de le remettre en circulation, tout ça en limitant au maximum le nombre de touchés produits et le nombre de kilomètres qu'on réalise. Peut-être, Rémi, sur la circularité, je crois que tu as aussi… L'exemple très actuel, je citais le fait que bioMérieux donc, fabrique des machines, des équipements pour les laboratoires d'analyse médicale. Et finalement, ce qu'un laboratoire d'analyse médicale ou qu'un hôpital achète, c'est sa capacité à aller tester si un patient a une maladie ou pas. Il n'achète pas une machine. Et malgré tout, notre business model s'est construit sur on vend les machines, éventuellement on les place, on avait déjà ce business model. Mais aujourd'hui, se pose la question ce qu'on appelle le refurbishment des machines, récupérer les machines au bout de 10 ans, être capable de les remettre en circulation avec une garantie de ce qu'on appelle day before next, mean time between failure, enfin la capacité que ça ne tombe pas en panne toutes les 5 minutes. Et c'est ça qu'on doit vendre, et c'est un business model qui est très différent et qui n'est pas rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la discussion qu'on a en interne chez bioMérieux, c'est mais les hôpitaux ne sont pas du tout prêts à acheter des machines d'occasion, ou en tout cas à avoir une machine d'occasion. Ils veulent une machine neuve, c'est rassurant. Et il faut presque que nous, en tant qu'industrie, on aille, même si le consommateur ou même si le client n'est pas prêt, qu'on a lui dit, vous n'êtes pas prêt, mais nous, on va vous prouver que c'est possible. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas seulement un débat avec le client, même en interne, c'est beaucoup de gens à convaincre, de gens qui disent non, mais regarde, mon client n'est pas prêt, donc le marketing va dire mon client n'est pas prêt, donc on n'y va pas. Mais le choix de l'entreprise, ça va être de dire est-ce que je n'irai pas pour créer le besoin et parce que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est moi qui crée la vision et j'embarque mon client. Donc là, on en est là dans ces discussions du passage à l'économie de l'usage plutôt que des machines neuves systématiquement. Mais c'est une transformation gigantesque sur les flux financiers. Quand on a des distributeurs dans le monde, eh bien, on a laissé le distributeur lui-même à récupérer la machine qu'il a envoyée à des clients. Donc, en fait, il y a 3 intermédiaires. Il faut faire du reverse à 3 niveaux. C'est monstrueusement compliqué, mais il faut avoir la vision et se dire qu'il faut y aller. Et ça nécessite de convaincre beaucoup en interne. Et je m'arrête là. Et donc, pour conclure, voilà, si on veut que ces transformations se mettent en œuvre, au-delà du rôle moteur qu'on doit jouer, nous, acteurs de la supply, en fait, on doit aussi avancer dans des modes de fonctionnement plus collaboratifs, où on travaille tous ensemble, des collaborations au sein d'un même secteur. On va même parler de coopétition, Caroline l'a cité tout à l'heure, où de plus en plus, il faut apprendre et accepter, voire développer le fait de travailler avec des acteurs qui peuvent être des concurrents, mais si on veut aller vite et mettre en œuvre des solutions nouvelles, je citais le VRAC tout à l'heure, ça se fera parce qu'on arrivera à fédérer des acteurs qui ont un même besoin pour organiser des cycles circulaires de récupération des emballages, de traitement de ces emballages pour les remettre dans le système. Donc, cette coopétition, elle devient de plus en plus essentielle pour réussir à aller vite sur ces nouveaux usages, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux modes de fonctionnement. Et j'ai envie de donner un exemple qu'on a mis, nous, en œuvre, côté Bartol. Eh bien, on a évidemment, comme beaucoup d'entre vous, fait la fresque du climat, on l'anime même, et on s'est dit, mais ce serait génial de développer une fresque de la supply chain parce que, encore une fois, pour faire toucher du doigt à l'ensemble des acteurs, que ce soit dans la verticalité des métiers de la supply, mais aussi avec tous ceux avec lesquels on interagit, eh bien, en quoi on pouvait bouger les lignes.
on s'est dit, ça serait génial de créer une presse de la supply chain. Et il se trouve qu'au travers de discussions avec d'autres collègues, on a réalisé qu'il y avait un autre cabinet qui était sur les mêmes réflexions. Et on s'est dit, si on veut la sortir vite, cette fresque de la supply, faisons-la ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. On vient de sortir une fresque de la supply chain avec un cabinet qui est notre concurrent. Mais on a plus d'intérêt à faire ensemble qu'à faire chacun de son côté, à mettre plus de temps et de fait, à tarder à passer à l'action. C'était le mot de la fin, peut-être? Parfait. Merci, Cécile. La coopération, un très beau mot pour la fin. Et donc, en termes de compétences, quelque chose d'important. Il nous reste quelques minutes. On va essayer de prendre quelques questions. Héloïse, si tu nous as concocté quelques éléments. Alors, on essaye de prendre les questions. Alors, question pour la fin. Donc, on a, pour commencer, pour Rémi, comment votre management décide entre coûts supplémentaires versus CO2 additionnel? Avez-vous donné un coût à l'impact CO2 pour en faire une simple décision financière? Alors, c'est une discussion qui est encore en cours. Le fait de valoriser la tonne de carbone pour l'intégrer complètement dans le net present value de tout projet d'investissement, aujourd'hui, on ne l'a pas fait. On le regarde comme une mesure, la mesure du CO2, et elle rentre dans les processus de gouvernance, mais on ne l'a pas fait rentrer, on n'a pas fait le CO2 équivalent euro, quoi. On a décidé de le garder à part et d'en faire un sujet en tant que tel. Si j'ai bien compris la question, parce que je n'ai pas très bien entendu la question. Oui, c'est comment donner un coût à l'impact CO2, c'est financiariser l'impact CO2 pour que dans les choix qui sont faits, on facilite les décisions qui sont prises en termes de décisions financières notamment. On a décidé de ne pas le faire, mais parce que l'ensemble de l'entreprise est acquise au fait que, et notamment le comité exécutif, parce que ça part par là, est acquise au fait que le CO2 est aussi important que l'argent. Et nous avons la chance d'être dans une entreprise à capital majoritairement familial, ce qui enlève beaucoup du court-termisme dont je parlais un petit peu plus haut et que j'ai connu dans d'autres entreprises. Donc, ça fait que les discussions d'investissement se posent pas que sur des questions financières, mais j'entends parfaitement, et dans mes précédentes entreprises, je pense qu'il aurait fallu passer par une financiarisation du CO2. Ça dépend beaucoup de la dynamique et de la gouvernance financière de l'entreprise. Il y a une question sur les formations. Avec quelles formations les entreprises peuvent former chaque employé à la durabilité dans la supply chain? Alors, chez Burdeo, on a fait un inventaire de toutes les formations qui existent aujourd'hui en France sur le marché. Il y en a 500. Donc, dire qu'il y en a une idéale, c'est pas vrai parce que ça va dépendre du temps qu'on veut, ça va dépendre du temps qu'on veut y passer et du projet qu'on veut en faire. Et tous les collaborateurs n'ont pas besoin d'être formés aux mêmes choses et au même niveau, même s'il y a un niveau de sensibilisation minimum qu'il faut avoir. Donc après, sur la supply chain spécifiquement aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Voilà, Cécile vous a parlé de la fresque de la supply chain pour sensibiliser les collaborateurs, ça me semble être une très bonne idée. Et puis, on a nous aussi eu l'occasion d'animer des formations avec un organisme qui s'appelle EcoLearn, avec qui on monte des formations ad hoc sur des sujets très techniques. Ils ont des expertises qui peuvent être utilisées. Alors, EcoLearn, nous aussi, on les connaît bien. D'ailleurs, tous les collaborateurs de Burdeo sont en train de se faire former par EcoLearn. Ce qui est intéressant aussi chez eux, c'est qu'il y a aussi de la mise en réseau. Et le réseau, ça fait aussi partie des choses qui fait qu'on peut aller plus vite sur certains sujets. Et ils ont des formats qui sont pas non plus trop longs qu'on peut faire avec son job à côté. Et puis peut-être une dernière question sur l'évaluation des fournisseurs. Que valent les organisations en charge d'évaluer leurs impacts carbone, social? En fait, nous, on part du principe que si vous avez un système de traçabilité amont et que vous obligez vos fournisseurs à déclarer un certain nombre de choses, que ce soit la composition des produits, il y a des obligations sur les matières qui composent les produits et sur les conditions de travail. Donc, déjà, vous êtes en capacité de faire un premier filtre
assez simple, puisque les entreprises, parfois, vos fournisseurs, vos fabricants, vos fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, n'ont peut-être pas toujours conscience ou ne sont peut-être pas du tout dans le même état d'esprit que vous sur ce qui leur paraît acceptable ou pas acceptable. Donc déjà, avant même de dire c'est fiable, c'est pas fiable, vous allez vous apercevoir que vous pouvez avoir un premier filtre. Ensuite, la deuxième étape, c'est évidemment quand vous avez des fournisseurs avec qui vous travaillez dans la durée et que vous avez des exigences, vous avez des principes aussi de réalité avec des audits qualité qui sont mis en œuvre et des contrôles qui sont à réaliser, voilà, qui sont à un moment donné une nécessité si on veut confirmer que certains fournisseurs partenaires ou fabricants ou fournisseurs de matières premières partenaires peuvent continuer à travailler avec vous. Vous allez vous forger vos propres convictions en faisant intervenir des organismes officiels qui sont en capacité de mener ces audits de qualité. Le sujet, finalement, on s'aperçoit dans ce qu'on observe dans les entreprises qu'on accompagne, c'est que déjà, le simple fait de dire je rends visible ce qui se passe chez mes fournisseurs, dans les matériaux qu'ils utilisent, il y a un effet vertueux parce que vous allez déjà réaliser qu'il y a plein de situations où vous pensiez que c'était correct et en fait, ça ne l'est pas. Et la première étape, c'est savoir ce qui n'est pas correct et en phase avec vos valeurs. C'est la première étape pour recomposer votre portefeuille fournisseur, votre portefeuille de fournisseurs de produits finis ou de matières intermédiaires ou de matières premières. C'est un premier levier de mise en mouvement. Et quand on s'engage dans ce type de démarche, c'est en général assez vertueux. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin, il est 12h30. Eh bien, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce webinaire. On est ravis d'avoir pu passer ce temps avec nous. Le replay sera disponible. Vous recevrez un lien en direct si cela vous intéresse et on serait ravis de poursuivre les échanges. Nos coordonnées sont dans l'invitation à laquelle vous êtes inscrits et à très vite pour de prochaines séquences de webinaires ou de partage sur vos sujets. Merci, au revoir. Merci à toutes les deux pour votre invitation et à bientôt. Au revoir.